Révolution digitale, épisode 53. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs et des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous rencontrons aujourd'hui une creative entrepreneur. Convaincue que l'entrepreneuriat et la création de valeur sont une manière pour elle d'avoir un impact, elle décide de parcourir le monde pour trouver l'inspiration. C'est après une immersion déterminante à Shanghai en 2008 qu'elle rentre au Maroc et lance avec 90 000 dirhams en poche sa première entreprise dans le e-commerce, Blooming Box. Elle décide alors de transmettre son expérience en proposant des outils et des cours en ligne pour mieux développer son business sur le continent. Et pour encore mieux partager et inspirer, elle interviewe régulièrement des leaders parmi les plus influents en Afrique. Tribu Digital, c'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Kenza Benis. Bonjour Kenza. Bonjour François, merci beaucoup pour ton introduction. Je suis très contente d'être parmi vos invités. Merci à vous de nous rejoindre. Alors je suis obligé de vous demander, est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Je suis prête. Alors Kenza, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous. Waouh, ok. Quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. C'est toujours un peu une question piège, mais peut-être vous pouvez nous dire où vous vous trouvez pour le moment et comment il fait là où vous êtes. Alors, il fait très beau et je suis à Casa, chez moi, en train de faire mon podcast. Un peu comme les gens qui font des interviews sérieuses ou qui mettent quelque chose de très sérieux en haut, mais pas du tout sérieux en bas. Je suis au Trang. Voilà, ça. Maintenant, vous savez. Ça va, donc vous n'êtes pas dans un espace de coworking comme beaucoup d'entrepreneurs le font. Vous faites ça depuis chez vous. C'est très bien. Ouais, d'ailleurs, ouais. C'est comme ça qu'on fait sur Révolution Digitale. On vient chercher nos invités partout où ils sont. Et alors, justement, vous êtes installé à Casablanca et vous avez lancé pas mal de projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces projets ? Et je vous laisse choisir lequel vous voulez mettre en avant pour commencer. Et peut-être nous expliquer aussi comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce ou ces business models en particulier. Alors, j'ai fait beaucoup de choses et dans beaucoup de secteurs. Pour que je garde un fil conducteur, je te propose d'un peu raconter, de retracer mon parcours. Alors, j'ai commencé à travailler dans le capital investissement pour un peu observer le marché marocain avant d'entreprendre, parce que j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Et puis, j'ai fait le grand saut en 2012 où j'ai identifié une opportunité dans le secteur de la cosmétique et Internet. Donc, j'ai créé Blooming Box, qui était à ce moment-là nouveau, le concept des beauty box. Et je trouve ça intéressant dans le contexte marocain parce que ça palliait beaucoup de problématiques du marché, notamment qu'il n'y ait pas de réseau de distribution. Et puis là, donc, c'était un canal de distribution nouveau. Et aussi avec une nouvelle manière de communiquer, un marketing ciblé, innovant. Et donc, je pensais que ça pouvait créer une nouvelle dynamique. Et je l'ai créé. Effectivement, il y a eu un gros momentum pour ce projet. Il a connu un grand succès. Et ensuite, il a eu un déclin. Alors, il a eu un déclin pour plusieurs raisons qui sont relatives au marché.
Alors, la première, c'est que tout le marché du e-commerce a connu ça, hein. Une première période d'engouement et d'euphorie, et puis un déclin, parce que les habitudes de consommation sont un peu différentes à ce que propose l'e-commerce au Maroc. Les Marocains aiment toucher le produit, aiment marchander. Et aussi parce que au tout début, j'avais forcé la main des acteurs du secteur qui sont formés en oligopole. Mais ensuite, comme dans tous les contextes où il y a des oligopoles, ou bien on va vous racheter pour 2 francs 6 sous, ou bien on va vous mettre des bâtons dans les roues. Et en l'occurrence, au bout d'un moment, on a commencé à refuser de me donner des marques. Enfin, on a refusé de me donner des marques à vendre sur le site. Du coup, naturellement, ça limite le chiffre d'affaires. Aussi, au Maroc, il y a très peu de marques marocaines. Souvent, ces mêmes acteurs, ce sont des commerçants. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils exportent ces marques et ils les revendent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment un budget de communication et un budget marketing à dépenser dessus. Quand vous achetez du Chanel ou du Hermès, vous pensez pas remarketer ça chez vous. C'est parce que c'est du Hermès que vous l'achetez, donc ce que ces acteurs veulent faire, c'est juste engranger des marges. Alors que le business model était un business à 360 degrés où on market le produit et ensuite on le vend. Donc il y a eu un décalage par rapport au business model. Et aussi, donc les consommateurs, je l'avais dit, l'e-commerce n'est pas encore dans les habitudes de consommation du consommateur. Et c'est le Marocain est un consommateur qui est assez complexe. Il y a une unité culturelle au Maroc, mais aussi beaucoup de différences. Et ils veulent aussi beaucoup de nouveautés, alors que le marché ne le permet pas. Quand vous avez un marché qui est petit, qui est très price sensitive, c'est difficile de créer une dynamique où vous faites des lancements rapides et successifs. Du coup, il y a eu un essoufflement. Et aussi, j'avais compris que donc le Maroc n'est pas un marché qui est favorable à la création d'un produit et en tout cas à son développement pour arriver à un stade où on peut l'exporter. Et puis, je me suis rendu compte, à cause de la structure oligopolistique, qu'il fallait créer de la valeur et surtout maîtriser sa création de valeur. Du coup, c'est là que j'ai décidé de créer ma propre marque, Kenzie Spell, pour la dédier à l'export. Et alors très rapidement, pour le coup, je me suis rendu compte que le fait, comme je viens de le dire, que le Maroc est petit et price sensitive limite beaucoup la capacité à développer un produit aux standards internationaux. Et je me suis rendu compte à quel point cette règle d'or qui est que il faut d'abord avoir les reins solides avant d'exporter est importante. Et donc, le marché marocain ne permettait pas de développer un produit aux standards internationaux pour l'exporter. Alors, et puis, il y avait beaucoup de protectionnisme. Et une fois qu'on va dans des grosses chaînes de distribution à l'étranger, on est en concurrence avec des marques qui font déjà la file, plusieurs marques qui ont des budgets de marketing énormes. Et c'est ça qui fait la différence pour un réseau de distribution. Finalement, lui, ce qu'il veut, c'est vendre le produit et que le produit soit le plus vendable possible. Et alors, du coup, il faut lever des fonds, mais au Maroc et en Afrique, la levée de fonds reste moins accessible, je dirais, qu'à l'étranger. Du coup, je me suis dit, OK, bon, là, il y a beaucoup trop de problématiques. Comment je vais y arriver ? Et j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, OK, ceux qui semblent avoir réussi, comment ils ont fait ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement partie leur poser les questions. Et c'est là où j'ai créé un blog Entrepreneur Talk, où je vais interviewer les décideurs du marché marocain et africain sur les dysfonctionnements structurels et poser des questions pour qu'elles soient dans le débat public et qu'on s'y intéresse de plus en plus. Et alors, naturellement, cette initiative m'a mis sur ma nouvelle niche et mon nouveau produit, qui est la création de savoir. Et pour le coup, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais résolu pas mal de ces bottlenecks, des goulets d'étranglement auxquels je devais faire face. Donc notamment l'export. Le savoir, c'est quelque chose qui tout d'un coup s'exporte beaucoup plus facilement que de l'argan ou autre chose où on doit faire des certificats.
se soumettre à des régulations qui sont très contraignantes pour exporter, et même qui est difficile à exporter depuis le Maroc. Déjà, au Maroc, il y a pas mal de dysfonctionnements avant même d'arriver au marché cible. Et surtout, c'est la niche sur laquelle je me suis mise connaît un énorme engouement. En l'occurrence, aujourd'hui en Afrique, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici 2025, l'Afrique va être le foyer d'un cinquième de la population mondiale, ce qui veut dire que la classe moyenne africaine va exploser, et aussi c'est une classe moyenne qui est jeune. Donc l'Afrique est le dernier marché juteux et prometteur pour toutes les grandes entreprises. Donc ça, c'est le potentiel. Et à côté, donc il y a tous les dysfonctionnements dont j'ai parlé, que je connais que trop. Au bout de 10 ans dans le capital investissement. Et donc j'ai connu un peu tous les gros goulets d'étranglement, notamment donc la problématique des réseaux de distribution, la problématique des propriétés intellectuelles, mais aussi de la levée de fonds. Et ces discussions permettent de résoudre et de faire un lien entre le potentiel qu'il y a et les problématiques. Du coup, j'ai créé des MOOC sur comment entreprendre au Maroc. Bien, je suis en train d'en préparer un sur l'Afrique, et j'ai commencé à faire du storytelling pour les grandes entreprises, la communication institutionnelle. Oui. Et les MOOC, ce sont des cours, juste pour clarifier, un MOOC, M-O-O-C, ce sont des cours en ligne massivement accessibles. Je ne sais pas comment le traduire, mais c'est ça. Donc c'est Massive Open Online Course. Ouais, ça se traduit pas trop, mais donc c'est un cours ouvert au public, à tout le monde entier, qui sont gratuits. Voilà. Et donc, et juste avant, on va revenir sur votre cours en ligne, sur votre MOOC alors. Mais j'ai juste envie de vous demander ici, parce que vous parlez du Maroc, vous parlez des dysfonctionnements, le problème des levées de fonds, etc. Et surtout dans le secteur de la beauté. Bon, le Maroc a quand même pas mal de potentiel. D'accord, le marché est petit. Peut-être que pour l'exportation, c'est difficile aussi. Mais avec tous les produits du terroir que le Maroc a, comment est-ce qu'on peut faire sa place parmi les grandes marques qui sont déjà établies? Est-ce que c'est vraiment peine perdue, ou est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Alors ça, c'est une très bonne question, et c'était justement mon postulat de départ. Il y a un énorme potentiel. Au Maroc, on produit beaucoup de produits qui sont convoités dans le monde de la beauté, mais qu'on a au Maroc uniquement, notamment l'argan, il y a aussi le rassoul, on a la rose marocaine est absolument incroyable, on a beaucoup de produits du terroir. On se dit, comment, avec tout ce potentiel, est-ce que aucune marque marocaine n'a réussi à se distinguer internationalement? Donc c'est ça mon objectif, c'était justement d'en créer une qui devienne internationale et mondiale. Et alors, justement, c'est pas possible parce que à cause de tous les obstacles que j'ai rencontrés. Le premier, donc je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est le marché. Donc, quand vous venez, quand j'ai créé ma marque Kenzie Spell, quand vous venez sur le marché marocain et que vous introduisez la marque, déjà, donc l'idée de départ, c'était de l'exporter. Donc, je suis venue avec un emballage qui est très beau, qui du coup augmente le prix. Mais la marque ne veut pas forcément dépenser plus d'argent sur un produit qu'elle connaît très bien. Pour elle, l'argan, elle l'en fait depuis toujours, elle connaît très bien le prix. Donc, elle ne va pas le payer plus cher parce qu'elle se dit qu'elle le connaît déjà. Et même si on vient avec une nouvelle valeur ajoutée, parce qu'il est susté, parce qu'il est enrichi, etc. Pour elle, non, l'argan, c'est ce qui est simple. Et puis, elle l'a toujours acheté à tel prix. Donc, elle ne va pas vraiment l'acheter, à part des connaisseurs. Ensuite, les réseaux de distribution ne vont pas vraiment en vouloir parce que ce qu'ils veulent, c'est notamment... Donc, il n'y en a pas déjà. Il y a ou bien les parfumeries ou bien les parapharmacies. Pour ce qui est des parfumeries, je l'ai dit, c'est déjà en fait... donc en fait, c'est souvent les mêmes qui ont les cartes exclusives qu'ils importent. Ouais. Donc déjà, ils ont essayé de me racheter ou de mettre les bâtons dans les roues. Et quand je dis bâtons dans les roues, c'est que donc ils n'ont pas voulu me donner des marques pour les vendre. Du coup, à un moment, je me suis dit tant pis, moi je vais importer mes marques. Donc j'ai importé mes marques qui ont marché très bien.
parce que je suis venue avec les bons produits nouveaux, les highlighters, tout ce qui était vraiment nouveau. Mais alors, c'était pas assez pour un site d'e-commerce pour faire assez de chiffres. Il fallait en même temps les introduire sur le marché. Mais quand on va dans la parfumerie, déjà, donc c'est mon concurrent. Et ensuite, il dit, OK, non, mais moi, t'es gentil, mais je dois d'abord refourguer mon Chanel et mon Hermès. Je vais pas t'acheter ton stock. Donc, pas de réseau de distribution, pas de marché, pas de levée de fonds. Il n'y en a pas au Maroc. Et aussi, même pour le sourcing. Le sourcing est très compliqué. Pour créer mes produits, il fallait trouver d'abord la matière première. Alors ça, c'est la réponse qui choque, mais je vais y revenir. Mais aussi les laboratoires. Il n'y a pas des laboratoires qui savent faire les produits innovants, nouveaux. Il n'y en a pas vraiment. Ils font des produits simples. Et alors pour la matière première, encore une fois, on se retrouve devant des oligopoles qui exportent avant même d'avoir produit leur production de roses, d'eau de rose, de l'huile essentielle, de fleurs d'Angers, etc. Et ils l'exportent, donc ils ont déjà un marché captif et ils ne vont pas vous exporter, vous vendre 1 litre ou 2 litres d'huile essentielle dont vous avez besoin. Donc elle n'est pas accessible au Maroc, pour les Marocains. Voilà, ça c'est la grande claque. Ouais. Et puis voilà, donc c'est quand même ça fait beaucoup de problèmes déjà. C'est déjà pas mal de problèmes et du coup vous êtes pas bon, il y a pas que des problèmes, j'espère, vous allez nous expliquer ça parce que vous êtes parti alors interviewer tous ces leaders et ces influenceurs un peu dans toute l'Afrique. Et alors quel est le point, si je peux vous demander, c'est quoi le point majeur que vous avez retiré de ces discussions? Est-ce qu'il y a un thème qui se dégage en particulier? C'est la réponse à ces problèmes justement. Je pense notamment à 2 interviews. L'une avec Tara Duro-Toye, qui est la reine de la beauté en Afrique, et nigériane. Et en l'occurrence, elle a résolu le problème. Donc, 2 choses. Donc, déjà, elle ne produit pas en Afrique, elle produit en Chine et elle ramène son produit qui est adapté aux besoins de la consommatrice nigériane et africaine. Et surtout, elle a créé son réseau de distribution. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur une longue période. Mais donc, elle a créé un réseau de femmes qui maquillent et qui donc vendent son produit. Ça, c'est une réponse. La deuxième interview à laquelle je pense, c'est celle que je n'ai pas encore publiée, qui est absolument incroyable, avec Mohamed Hourani, qui est le CEO de HPS World, qui est une entreprise mondiale d'édition de solutions de paiement, qui insiste fortement sur le fait qu'il ne faut pas faire comme les autres. Il faut trouver sa niche en fonction de son contexte, en prenant en compte les avantages et les défauts du contexte. Et c'est un peu finalement ce que j'ai réussi à faire en trouvant ma niche actuelle, qui est de produire du savoir que je peux exporter rapidement, qui est vraiment demandé aujourd'hui, qui est une période charnière pour les Africains pour qu'ils deviennent producteurs. Et voilà, il faut vraiment connaître son marché et savoir naviguer dessus pour trouver la niche qui, malgré tous les goulets d'étranglement, va nous permettre d'exporter. Voilà. Et on va parler alors un peu de votre niche ici. Bon voilà, vous avez pris toutes ces informations, vous avez créé maintenant ce cours en ligne, ce MOOC, qui s'appelle d'ailleurs Entreprendre au Maroc, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et alors justement, est-ce que vous générez des revenus avec ce MOOC? Et comment ça fonctionne? Allez, reprenons depuis le début. Alors, vous avez lancé ce programme, c'est un cours en ligne, donc il y a une plateforme. Comment ça fonctionne? Comment on s'inscrit et comment est-ce que vous générez vos revenus avec ce cours? Ok, alors en fait, je l'ai fait en partenariat avec une école de commerce qui veut s'installer en Afrique et qui s'est installée au tout début à Casablanca. Donc mon client, c'est l'école qui me paie pour faire le cours. Ensuite, l'école, et c'est une forme de communication. Un MOOC, c'est un outil de communication. Voilà, pour l'école. Et donc le MOOC est gratuit. Par contre, pour la certification, il faut payer. C'est à peu près 1500 dirhams. D'accord. Voilà.
C'est la communication institutionnelle. En fait, mon produit, finalement, c'est de la communication institutionnelle pour ce client qui est une école. Mais à côté, on donne de l'information précieuse et gratuite aux consommateurs africains. Une information dont ils ont besoin et qui est gratuite. C'est une manière de communiquer sur ce que peut apporter cet acteur institutionnel. Et moi, derrière, donc, ce que je fais, donc, c'est je crée le produit, mais derrière, il y a toute une réflexion de communication institutionnelle. Donc, ce sont 2 volets que je crée. Et donc, le cours en soi. Donc ça, c'est ce que j'offre au public. Et une réflexion sur la communication, sur ce qu'on peut offrir au public pour créer une image et une crédibilité sur un marché sur lequel on n'existe pas du tout. Et donc, c'est ce que je propose et c'est ce que finalement j'exporte. C'est d'offrir aux entreprises ou aux acteurs institutionnels étrangers de s'installer en Afrique avec une image et une création de crédibilité. Et dans une logique de win-win. Ça, c'est ce qui me tient à cœur. Et alors justement, avant de passer, d'embrayer sur votre parcours, on va revenir sur votre parcours d'entrepreneur. Par rapport à votre cours en ligne, peut-être rapidement pour la tribu digitale, pour ceux et celles qui voudraient se lancer en Afrique ou se lancer au Maroc, vous n'allez pas tout nous dire évidemment parce qu'il faudra aller dans votre cours, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil ou quels sont les pièges à éviter quand on se lance? Quelque chose de très pratique. Le gros piège, c'est de ne pas connaître son contexte. C'est pas juste en Afrique. Le gros piège, c'est de créer un produit qu'on veut nous et qui nous fait rêver nous, sans prendre en compte le contexte et ce que veut le consommateur. Ça, c'est le gros piège. C'est le piège classique. Il y en a beaucoup des pièges, mais c'est le plus gros. Et puis surtout, il faut bien réfléchir son produit avant de se lancer. Ouais. Est-ce que le e-commerce, par exemple, a un futur en Afrique? Ou en tout cas un futur à court ou moyen terme? Le e-commerce a un futur, forcément. Maintenant, il faut qu'il apprenne à tenir en compte les spécificités de consommation des Africains. Et surtout, les acteurs du e-commerce vont devoir faire preuve de patience parce que ça va prendre du temps. Ça a pris du temps dans tous les marchés, ça prendra du temps ici. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'e-commerce qui est profitable. C'est normal, mais ça finira par arriver. Alors, Tribu Digital, ça finira par arriver. Il faut garder ça bien à l'esprit, c'est très important. Et on mettra évidemment toutes les références sur la page de Kenza sur notre site internet. Alors, maintenant, je pense, Kenza, c'est le bon moment pour passer sur votre parcours entrepreneurial. On va un peu explorer votre aventure en tant qu'entrepreneur. Le voyage qui vous a amené là, vous êtes aujourd'hui. Alors, Kenza, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors, je pense que j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Du fait de ma personnalité. J'ai toujours eu envie de créer quelque chose. Alors, j'ai pas une voix qui me permet d'être une chanteuse ou j'aurais pu être danseuse par contre. Mais voilà, j'étais plutôt bonne à l'école et alors j'hésitais entre être économiste, avocate ou du coup entrepreneur. Et alors être économiste ou avocate, donc l'avocat il crée pas vraiment et l'économiste est plutôt observateur et moi j'avais besoin de créer, du coup voilà, j'étais pour c'est même pas opté, je l'ai toujours su quelque part. Donc voilà, l'idée c'est que j'avais envie d'avoir un impact sur mon environnement d'essayer d'avoir une contribution positive. Voilà. Ouais. Mais alors, vous avez quand même commencé dans des carrières en tant qu'employé, en tant que salarié, quand vous étiez consultante, quand vous étiez analyste. Est-ce que donc déjà à ce moment-là, vous aviez en tête, vous saviez déjà que vous alliez lancer un projet, ou c'est quelque chose qui s'est vous êtes parti à Shanghai, vous avez fait, vous avez bougé, est-ce que j'ai envie de vous demander ici,
comment s'est passée la transition? Vous avez dû quitter votre travail quand même pour vous lancer. Est-ce que ça a été une transition difficile qui faisait peur? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez gérée? Ok, ouais, donc ça, c'est l'idée de qu'est-ce qui me retenait. Ce qui me retenait, c'est que je ne connaissais pas très bien le marché. Et j'étais trop jeune pour pouvoir lever des fonds et lever des fonds sans connaître le marché. Et donc, j'ai travaillé dans le capital investissement pour observer un peu quelles opportunités d'investissement étaient intéressantes et interagir avec des entrepreneurs qui avaient identifié des niches prometteuses. Voilà. Mais ensuite, j'ai très vite voulu entreprendre. J'ai démissionné sur un coup de tête au bout d'1 an et demi, après avoir lu un livre de Martin Seligman sur le bonheur. Au bout de la 80e page, j'ai posé ma démission et j'ai voulu créer et j'ai voulu créer du coup un business model qui était en relation avec ça. Le postulat, c'était que n'importe qui est capable d'exceller dans un domaine. Mais il fallait identifier le potentiel de la personne. Et donc, je me proposais comme un héros, identifier le potentiel de chaque personne. Mais pour le coup, j'ai fait une étude de marché. J'avais trouvé que c'était pas faisable au Maroc. Et je suis revenue. J'ai retravaillé pendant 1 an et puis au bout d'1 an, j'ai fait le grand saut parce que j'en avais besoin. C'était un appel, c'était une pulsion, quasiment. Voilà, et j'avais besoin de créer quelque chose. Oui, et maintenant, je suis curieux de savoir et de lire ce qu'il y a à la page 80 du livre que vous venez de mentionner, hein, pour qu'il vous fasse un effet comme ça. L'idée, c'était ce qui était important, c'était d'être heureux. Et je me suis posé la question, ok, est-ce que tu es heureuse? Et je ne l'étais pas du tout. Et je me suis dit, ok, à chaque fois, en fait, j'ai essayé de me conformer à un moule pour faire plaisir aux gens, pour qu'on me voit bien. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il faut que je manifeste ce que je suis pour que j'ai une chance de faire la différence et effectivement réussir et être heureuse un jour. Oui, et donc, c'est ça qu'on oublie parfois un peu. On oublie cet aspect du bonheur. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Si on le fait et que ça nous détruit à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on le fait? Bon, ça pourrait être l'objet d'un épisode à lui tout seul. Et ici, Kenza, j'ai peut-être envie qu'on parle maintenant de... Est-ce que vous avez trouvé votre niche, vous avez trouvé un peu votre voie, vous avez eu toutes ces difficultés, vous avez beaucoup appris. Est-ce que vous pouvez nous emmener peut-être ici dans votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment et comment vous l'avez surmonté? Est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment vous avez peut-être failli tout abandonner et comment ça s'est passé? Alors, j'ai jamais failli tout abandonner parce que vu ma personnalité, vu mon parcours, je suis un peu condamnée à entreprendre et à réussir. Je le vois comme ça en tout cas. Moi, je me donne pas d'autre alternative. Maintenant, il n'y a pas eu un moment difficile. Il y en a eu beaucoup. Et en l'occurrence, c'était des moments où des partenaires m'ont trahi ou voilà, c'est des choses comme ça, c'est plutôt ça. Et c'est par rapport à la gestion des ressources humaines ou de l'humain, des relations humaines. Et en l'occurrence, là, c'est l'une de mes limites. J'ai toujours fonctionner en postulat, en se disant que pas en postulat, de manière binaire quelque part, en se disant que ok, si j'ai raison et l'autre doit abdiquer ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça se passe jamais comme ça dans le vrai monde. C'est pas forcément la vérité et la raison qui gagnent. Et il faut gérer toujours le point de vue de l'autre et les sentiments de l'autre pour réussir et éviter à tout prix le conflit. Alors qu'avant, j'étais toujours si je pensais que j'avais raison, et même si objectivement j'avais raison, je n'hésitais pas à aller au conflit. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que aller au conflit, c'est perdre. Peu importe l'outcome. Ce qui est le plus intelligent, c'est d'éviter le conflit et gérer les susceptibilités et les sensibilités humaines. Oui, c'est très très bien dit. Ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et alors, à l'inverse, peut-être, vous avez parlé des pivots que vous avez eus, le fait comment vous avez trouvé votre niche. Donc ça, on anticipe un peu sur la question que j'ai posée ici. Mais est-ce que vous avez eu une idée géniale, un moment d'illumination, peut-être
peut-être plus pratique, j'ai envie de dire, que les pivots que vous avez vécu. Est-ce que peut-être un élément qui vous est venu à l'esprit, qui vous a dit si je fais ça, ça va faire changer les choses. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment comme ça, peut-être un moment différent de ceux qui vous ont amené à raffiner votre niche? Au début, on a ces moments-là, et c'était un peu ce qui avait généré Blooming Box. Alors, vous êtes en train de me dire de pas trop parler de ce dont j'ai déjà parlé. C'est ça, par exemple, l'idée de le Maroc, c'est la terre des ressources rares et précieuses pour l'industrie de la beauté. Il y a un énorme potentiel. La femme arabe, la femme africaine aime se pouponner, etc. Oui, si je fais ça, et en plus le e-commerce est tout nouveau, ça va être génial. Ensuite, j'ai fait des campagnes de communication où j'ai eu ce sentiment-là et ça a été génial. Mais ensuite, avec le recul, on se rend compte que, c'est vraiment cette succession d'essais qui fait que on va on va finir par voir le bout du tunnel. Il n'y a pas de overnight success, il n'y a pas de overnight aha moment. Ça, c'est plus pour le storytelling. Mais la réalité, c'est que c'est une succession d'essais, de réussites et d'échecs qui vont faire que je vais finir par trouver ce qui va m'aller, ou là je vais être bonne. D'ailleurs, c'est quelque part la raison pour laquelle la première idée de mon business model n'a pas marché. C'est que en faisant le questionnaire aux parents des adolescents, je me suis rendu compte que ce dont ils avaient besoin, c'est qu'ils viennent, qu'ils mettent leurs enfants, qu'ils aient 2-3 séances et qu'on trouve tout de suite leur grand potentiel. Et en fait, ça se fait pas comme ça. Il faut c'est une succession d'expériences. Et du coup, c'était difficilement monétisable. C'est un peu ça. Oui, en tout cas, des expériences qui au final, quand vous parlez de voir le bout du tunnel, et quand on interroge, et je lisais encore un article, je n'ai plus la référence au bout des lèvres, mais il y avait une étude qui posait la question à tous ces entrepreneurs qui parlent de leur haut et de leur bas, et quand on leur demande s'ils voudraient retourner dans un job ou un métier de salarié ou d'employé, je pense que c'est 97% qui disent que absolument pas. Ouais. Et c'est la vie d'entrepreneur et d'entrepreneur qui leur correspond et qui les rend heureux, et on revient à cette notion de bonheur. Et alors Kenza, ici, si vous pouviez peut-être résumer la leçon clé que vous avez retirée de votre expérience jusqu'à présent en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi? Je veux dire, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Waouh, ça c'est difficile. Mais c'est difficile, mais en même temps j'ai une idée qui est en train de venir dans ma tête, dans mon inconscient, donc je vais la dire, même si j'ai pas réfléchi. Je dirais que il faut absolument aimer ce qu'on fait, mais alors surtout ces consommateurs. Il faut les respecter et les aimer, vraiment. Si, par exemple, là, ce que je fais et où je m'éclate vraiment, donc c'est de la communication institutionnelle et sur les problématiques d'entrepreneuriat. J'ai envie de voir les entrepreneurs réussir. J'ai envie de transmettre mon apprentissage pour que ils aillent plus vite et pour que l'écosystème d'entrepreneuriat africain aille plus vite. Voilà, c'est vraiment ça. C'est profond, c'est comme une mission. Et ça, c'est très important. Alors que dans la beauté, c'est pas que j'aimais pas mes consommateurs, mais j'avais quelques appréhensions par rapport au fait que c'était un peu superficiel, par rapport au fait où des fois on prétend qu'un produit fait des choses qu'il ne fait pas vraiment. J'étais pas totalement convaincue. Là, pour le coup, non seulement je suis convaincue, mais j'ai envie que mon savoir ait un impact, et ça me fait énormément plaisir de voir l'impact. Et des fois, je le vois vraiment. Je vois la transformation, et cette idée de transformation est merveilleuse. C'est ce qui fait que je me dis que j'ai réussi parce que j'ai créé quelque chose. Et à la base, c'est ce que je veux, c'est créer. Donc voilà. Oui, l'entrepreneur, c'est un créateur. Et les plus belles réussites sont celles qui répondent finalement à un besoin, qui solutionnent un problème que d'autres personnes connaissent. Et finalement, donc, on sert ces autres personnes, on est au service des autres. D'où l'importance de respecter ces personnes qui viennent, qui vous payent pour résoudre ces problèmes. Ouais, je parle même d'amour là. Je vais un peu plus. Et là, faites comme Kenza, mettez aussi de l'amour. C'est peut-être ça qui va faire toute la différence dans un monde qui devient de plus en plus froid dans son approche, de plus en plus digital.
Comment faire transparaître cet amour. Voilà, peut-être qu'on mettra même la musique en background à la fin de l'épisode. Alors Kenza, voilà, le temps passe et on arrive à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Allez, c'est parti alors. Quelle est votre définition du succès ? Très rapidement. C'est planifier quelque chose et finir par la faire. À quoi ressemble votre journée type ? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez tous les jours et qui vous aide ? Je n'ai pas de routine. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite des choses. La seule routine que j'ai, c'est mes rites religieux qui me tiennent à cœur et qui shape, je ne sais pas comment dire en français. Qui vous ancre peut-être ? Oui, mais qui influence et impacte ma vie de plus en plus. J'aime beaucoup comment ils impactent ma vie. Donc, ce sont les seuls. Ouais. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors, je suis en train de lire pas mal de livres en ce moment. Donc, je vais parler juste du dernier que je suis en train de lire. C'est par rapport à la problématique de gestion des relations humaines. C'est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Alors, un grand classique. Il n'est pas transcendant, je dirais, mais il rappelle des règles d'or qu'il est bon de ne pas oublier. Voilà. Super. Alors, quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? J'utilise beaucoup LinkedIn, je m'intéresse à tout ce qui est nouveau. Je t'ai parlé tout à l'heure de Anchor. Twitter, je vois un peu ce qui se passe pour rester au fait c'est un peu mon métier. Et puis, là, j'utilise pas mal Audible aussi parce que, par exemple, le livre dont je viens de te parler, je l'écoute parce que ça va plus vite. J'ai pas le temps vraiment de lire. Et donc, j'écoute les livres. Beaucoup de livres. Voilà. Et Anchor, c'est une application pour les podcasts. On mettra toutes les références sur le site internet également. Alors Kenza, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Alors, qu'est-ce qui me passionne en ce moment ? Parce que je travaille, l'entrepreneuriat. C'est ma problématique, c'est de communiquer dessus, de communiquer sur le dysfonctionnement. Et je suis en train de préparer un livre. C'est un peu trop tôt pour l'avancer, mais finalement j'en parle. Donc pour essayer de trouver des patterns qui permettent de résoudre les dysfonctionnements actuels du système entrepreneurial africain. Maintenant que c'est annoncé, on va rester à l'affût. Voilà. Alors la dernière question, Kenza, c'est la question back in time. Alors, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Ok. Alors, c'est difficile. Je dirais j'ai regretté un peu d'avoir fait une école de commerce et je dirais de me concentrer sur apprendre un savoir-faire et de moins me soucier de devoir se conformer à un moule. Voilà, Tribu Digital, c'est quelque chose qui revient souvent, cette fameuse notion de conformité. Si vous vous conformez à ce moule qui est tout fait, comment est-ce que vous allez atteindre le bonheur qui est au fond de vous ? Peut-être qu'il y a une passion ou à une vocation. Gardez vraiment bien ça à l'esprit. Et Kenza, merci beaucoup pour ces mots vraiment pleins de sagesse. Et on est arrivé à la fin de l'épisode. Alors, merci doublement d'avoir partagé toutes ces généreuses informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et j'espère que l'aventure de Kenza vous inspirera à faire le grand saut. Alors Kenza, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la tribu qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou bien qui se sentent bloqués ? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner avant de nous quitter, quel serait-il ? C'est d'agir maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ne jamais remettre au lendemain. Tout est dit. Kenza, vraiment merci beaucoup. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, c'est un grand plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Dites-nous peut-être comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute.
Alors sur Twitter, Facebook, partout, c'est Kenzy, KENZY.Benis, Kenzy Benis. Et alors j'ai pas vraiment d'annonce. Oui, l'annonce que je peux faire, c'est que sur Entrepreneur Talk, je vais partager de plus en plus de contenu pratique. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par inbox ou même sur Twitter pour répondre à vos questionnements. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Kenza Benis partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Kenza dans la barre de recherche, c'est Kenza. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Kenza sur kenzabenis.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à lui poser des questions, toutes les questions que vous avez. Kenza, merci beaucoup d'avoir partagé votre aventure. Merci à vous. Et je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Kenza. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. Comme d'habitude, on vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast ou SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!